Le Royal Lodge, résidence de 30 pièces du prince Andrew et de son ex-épouse Sarah Ferguson, a suscité l'indignation générale face à son luxe ostentatoire et à la question de savoir si le prince a le droit de vivre dans un tel faste sur une propriété royale. Les portes du Royal Lodge sont closes, les lumières de cette demeure de Windsor sont désormais éteintes et celle qui a passé 20 ans à vivre gratuitement dans l'une des résidences royales les plus prestigieuses de Grande-Bretagne a disparu, sans un mot d'adieu, sans une déclaration, sans même un signe de la main. Elle avait tout simplement disparu. Voici le récit du chapitre final et humiliant de Sarah Ferguson et Royal Lodge. L'histoire d'une femme qui avait tout, un titre royal, une demeure royale, la protection royale et qui a tout perdu, non pas en un instant dramatique, mais dans un lent et douloureux délitement sous les feux des projecteurs qui l'a laissée sans foyer, sans image, sans titre, sans pays. Et le plus choquant, c'est que la famille royale l'avait vu venir bien avant nous. La question que vous devez vous poser maintenant est la suivante. Comment une femme ayant vécu 20 ans dans un manoir de Windsor se retrouve-t-elle sans domicile fixe à 66 ans? Comment une personne se disant membre du triptyque royal, selon ses propres termes, peut-elle être exfiltrée clandestinement d'une propriété royale en pleine nuit? Le visage dissimulé, sa destination inconnue. Restez avec nous, car à la fin de cette vidéo, vous comprendrez exactement comment cela s'est produit et pourquoi le silence du palais durant toute cette affaire est plus éloquent que n'importe quelle déclaration qu'il aurait pu faire. Une vie dont la plupart des gens ne peuvent que rêver. Pour comprendre la chute de Sarah Ferguson, il faut d'abord saisir l'extraordinaire existence qu'elle menait. Royal Lodge n'est pas une maison de vacances. Ce n'est pas un modeste appartement niché au cœur de Windsor. C'est un manoir de 30 pièces, niché dans le luxuriant parc de Windsor qui s'étend sur 40 hectares. L'un des domaines privés les plus exclusifs et historiques du Royaume-Uni. Le domaine est immense. L'histoire y est royale. La reine-mère elle-même y a vécu. De tout point de vue, Royal Lodge compte parmi les adresses les plus prestigieuses de Grande-Bretagne et Sarah Ferguson y a vécu gratuitement. Son ex-mari, le prince Andrew, avait obtenu un bail amphithéotique de 75 ans pour un loyer si dérisoire qu'il était presque symbolique. Un arrangement financier qui, de fait, offrait l'une des plus belles résidences de la couronne à un membre de la famille royale déchue, à un coût quasi nul pour lui et certainement nul pour elle. Imaginez un peu, un bail de 75 ans pour un manoir de 30 pièces sur le domaine du château de Windsor, pour une somme dérisoire. Et lorsque Ferguson est revenue vivre chez elle vers 2008, plus de 10 ans après son divorce d'avec Andrew en 1996, elle ne payait pas un centime, ni le chauffage, ni l'entretien, ni le personnel. L'État, par le biais de ses différents mécanismes, prenait en charge la facture. Une facture qui, pour n'importe qui, aurait été astronomique. Elle vécut ainsi pendant plus de 15 ans après son divorce. Divorcée, n'étant plus membre actif de la famille royale, ni duchesse au sens strict du terme. Et pourtant, elle se réveillait chaque matin dans le manoir de Windsor, arpentait ce parc renommé, menant une vie dont la plupart des gens ne pouvaient que rêver, reconnaissait-elle elle-même. Elle la justifiait par ce qu'elle appelait le triangle. Elle-même, Andrew et leur rôle commun de parents des princesses Beatrice et Oena. Un récit captivant. Deux personnes qui s'aimaient suffisamment pour rester amies, assez pragmatiques pour vivre ensemble et assez dévouées à leurs fils pour faire passer la famille avant tout. Elle en parlait avec émotion dans les interviews, au point d'en faire presque un modèle. Mais voici la question que personne, à l'époque, n'osait poser. Était-ce là toute la vérité? Ou bien une histoire bien pratique permettant à deux personnes, un ancien duc empêtré dans un scandale et une ancienne duchesse en difficulté financière, de conserver un train de vie qu'aucun des deux n'aurait pu se permettre individuellement. Car, à la lumière des événements qui ont suivi, on commence à se demander si ce trio avait vraiment été motivé par le bien-être des enfants. Les ombres planaient derrière les murs du manoir.
pendant que Sarah Ferguson accordait des interviews sur son cadre de vie idyllique à Royal Lodge, une sombre machination se tramait en coulisses. Une machination qui couvait depuis au moins 2010, date à laquelle des photos du prince Andrew rendant visite à Jeffrey Epstein, un délinquant sexuel condamné pour incitation à la prostitution de mineurs, avaient été publiées. Dans cette interview, Andrew a eu du mal à expliquer sa relation avec Epstein. Ses justifications ont laissé le public perplexe. Il a parlé d'une pizzeria à Woking, avec une sorte de fierté étrange. Parce que, pour moi, aller chez Pizza Express à Woking, c'est plutôt inhabituel. Il a lamentablement et publiquement échoué à manifester la moindre empathie envers les victimes d'Epstein. Ce fut un désastre au ralenti, retransmis à la télévision nationale. Et tout au long de cette épreuve, à chaque vague du scandale, à chaque nouveau titre de presse, à chaque révélation accablante, Sarah Ferguson est restée à ses côtés. Elle l'a défendu, elle est apparue à ses côtés. Elle est restée à Royal Lodge malgré la pression croissante, et ses conseillers devaient certainement lui dire que ce n'était pas une bonne idée. Pourquoi? Pourquoi une femme qui avait passé des années à bâtir sa propre image, à écrire des livres pour enfants, à soutenir des œuvres caritatives et à tenter de se réinventer en figure philanthropique, s'est-elle autant liée à un homme dont la réputation était en chute libre? La réponse, comme nous le savons maintenant, est peut-être qu'elle avait ses propres raisons de rester proche de lui. Elle ne souhaitait pas que ses propres relations soient examinées de trop près. Sa relation avec Jeffrey Epstein, qu'elle avait désespérément tenté de dissimuler pendant des années. Octobre 2025, le jour où le roi Charles appuya sur la détente. Le roi Charles III est aperçu pour la première fois depuis qu'il a déchu le prince André de ses titres royaux. La couronne avait changé de camp. Et, brutalement, Sarah Ferguson n'a pas été mentionnée dans l'annonce, pas un mot, aucune reconnaissance de ses 15 années de vie commune, aucune solution de rechange proposée, aucun délai de grâce suggéré. Elle était tout simplement exclue. Après tout, après toutes ces années, toute cette loyauté, toutes ces interviews où elle défendait Andrew et se disait membre à part entière du trio royal, elle n'avait même pas droit à une phrase. Imaginez un peu ce que cela a dû faire. Et maintenant, la suite est encore plus intéressante. La journaliste royale Emily Maitlis, oui, la même Emily Maitlis qui avait mené la fameuse interview de 2019, est affirmé par la suite dans son podcast que la décision d'évincer Andrew de Royal Lodge ne venait pas uniquement du roi Charles. Elle a décrit une réunion entre le prince William et les princesses Beatrice et Eugenie, les filles qui avaient grandi à Royal Lodge et pour lesquelles tout le système à trois était censé avoir été mis en place. Selon ce récit, elles auraient demandé à leur père de partir sous peine de perdre leurs titres royaux. Relisez ce récit, ses propres filles. Nous ne pouvons pas vérifier indépendamment chaque détail de ce récit, mais ce que nous pouvons affirmer, c'est que, même en faisant abstraction des détails, le résultat était clair. La famille était unie. Andrew était mis à la porte, et Ferguson, par conséquent, n'avait plus d'issue. Le compte à rebours commençait. Plus de maison, plus de plans, plus d'échappatoire. L'annonce fixait une date limite à Andrew et Ferguson. Au départ, il avait été indiqué qu'il devrait partir avant le 25 janvier 2026. Le 25 janvier arriva et passa. Ils étaient toujours là. C'est à ce moment que l'histoire bascule du drame politique à une dimension presque insoutenablement humaine. Car si Andrew avait au moins un endroit où aller, un cottage sur le domaine de Sandringham, une ferme boisée avec 2 pièces de réception et une cuisine, bien plus modeste que Royal Lodge, mais un foyer tout de même, Sarah Ferguson, elle, n'avait rien. Elle avait possédé une maison de ville à Londres, une propriété de 4 millions de livres sterling achetée en 2022, une bouée de sauvetage, un refuge, un chez-soi. Mais elle l'avait vendue en 2025, se retrouvant sans aucun bien immobilier où retourner. Imaginez un peu, elle a vendu sa seule maison, et ce,
l'année même où le palais a commencé ses démarches contre Andrew. Où allait-elle donc aller? Ses filles ne pouvaient lui offrir que des solutions temporaires. La princesse Beatrice avait une maison dans les Cotswolds. La princesse Eugénie partageait son temps entre le Portugal et le palais de Kensington. Aucune ne pouvait offrir à leur mère un domicile permanent. Aucune n'avait l'espace, la stabilité, ni, franchement, compte tenu de ce qui allait suivre, peut-être même l'envie de s'attaquer définitivement au problème. Des sources proches du dossier ont confié aux journalistes que Ferguson n'avait nulle part où aller. L'une d'elles a même évoqué le terme « sans-abri ». Cette femme, qui avait passé 20 ans dans un manoir de 30 pièces à Windsor, se retrouvait désormais sans domicile fixe. Elle aurait commencé à se renseigner sur Adelaide Cottage, l'ancienne demeure du prince William et de Kate. La famille royale britannique a toujours eu l'embarras du choix parmi de somptueux palais et châteaux, mais aujourd'hui, le prince William et sa famille quittent leur manoir londonien pour une maison plus rurale. Eh bien, c'est un point très intéressant. Donc, Sarah Ferguson a fermé 6 entreprises. Beaucoup d'entre eux ont des dettes, ou beaucoup n'ont qu'une livre, vous savez, pour un actionnaire. Elle évoque avec soin son image publique ternie. Imaginez ce que cela signifie si votre propre association caritative ferme à cause de votre réputation. Quand l'organisation que vous avez fondée pour faire le bien décide que votre nom est désormais plus un fardeau qu'un atout, la situation empire. Des organisations majeures qui s'étaient associées à elle, comme le Teenage Cancer Trust et la British Heart Foundation, l'ont discrètement déchue de son rôle de marraine. Aucun communiqué de presse, aucune déclaration publique. Elles ont simplement effacé son nom de leur site web et sont passées à autre chose. Ce silence était délibéré. Le message était clair. Elle était toxique. Et tout le monde dans le secteur caritatif le savait. D'anciens conseillers royaux, s'exprimant sous couvert d'anonymat, lui auraient conseillé de trouver un emploi stable, de se tenir à l'écart des projecteurs et d'accepter qu'une rédemption publique était impossible. L'idée d'écrire un livre de révélation qui lui avait apparemment traversé l'esprit pour gagner de l'argent fut écartée. Apparemment, même elle pressentait que les conséquences seraient catastrophiques. À l'approche de ces dernières semaines à Royal Lodge, Sarah Ferguson se retrouvait sans ressources, sans visibilité professionnelle, sans titre, sans œuvre caritative et sans domicile. Aujourd'hui, le ministère de la Justice publie de nouveaux documents relatifs à l'affaire Jeffrey Epstein. Ce matin même, le ministère a annoncé que ce déclassement comprenait plus de 3 millions de pages de documents, dont certains courriels au nom de Sarah Ferguson. Pendant des années, Ferguson a tenu un discours bien précis concernant ses liens avec Epstein. Elle a qualifié cela d'erreur colossale lors d'une interview en 2011. Une simple erreur, un moment d'égarement, le genre de choses que n'importe qui pourrait faire. Rencontrer la mauvaise personne, accepter une mauvaise présentation et en payer le prix pendant des années. Les courriels, eux, racontaient une toute autre histoire. Dans des messages signés de la main de Sarah, Ferguson décrivait Epstein comme le frère qu'elle avait toujours désiré, non pas une simple connaissance, ni un contact professionnel, ni quelqu'un qu'elle connaissait à peine, mais un frère. Le langage était intime, chaleureux, d'une grande familiarité. Dans une autre note, elle écrivait « Je suis à votre service. Épousez-moi ». Il semble s'agir d'une proposition de gestion de certains de ses biens en échange d'un soutien financier. Ce n'était pas le langage de quelqu'un qui avait commis une erreur et qui était passé à autre chose. Ce langage était celui d'une personne profondément impliquée dans une relation personnelle intéressée avec l'un des hommes les plus dangereux de l'histoire moderne. Mais le détail le plus troublant, celui qui a le plus choqué le public, est sans doute un courriel de 2009 dans lequel Ferguson organisait un déjeuner avec Epstein à Miami et mentionnait que ses filles, Beatrice et Eugénie, seraient présentes. En 2009, année de la condamnation d'Epstein pour incitation de mineurs à la prostitution, Ferguson aurait fait en sorte que ses filles, alors âgées de 21 et 19 ans, soient en contact avec Epstein après sa condamnation pour des crimes impliquant des enfants.
La réaction du public fut immédiate et virulente, et la situation se complique encore. En 2011, 6 mois après sa déclaration publique qualifiant Epstein d'erreur monumentale, un autre courriel de Ferguson semble avoir été découvert. Dans ce courriel, elle présente ses excuses à Epstein pour s'être publiquement distanciée de lui. Elle le décrit comme un ami fidèle, généreux et exceptionnel. Elle confie avoir été paralysée par la peur de témoigner contre lui. Alitée par la peur d'un homme qu'elle affirmait publiquement n'être qu'une erreur, Ferguson se retrouvait dans une situation délicate. Des documents suggéraient également que Epstein avait contribué au remboursement de certaines dettes personnelles qui la tourmentaient depuis des années et qui, en elles-mêmes, constituaient une source de honte publique. Ce lien financier ajoutait une dimension supplémentaire de complexité et de désespoir à l'affaire. La réaction de son porte-parole fut minimale. Ferguson exprima des regrets et déclara que ses pensées allaient aux victimes. Personne n'était satisfait. Personne n'allait être satisfait la nuit de sa disparition. Voici le détail qui rend la situation encore plus étrange. Sarah Ferguson n'a pas quitté Royal Lodge avec Andrew. Elle n'a pas attendu l'échéance. Elle n'a fait aucune déclaration. Elle n'a pas dit au revoir. Le Daily Mail a rapporté que la dernière fois que Sarah Ferguson a été aperçue à Royal Lodge, c'était en septembre 2025, des mois avant la date butoir officielle, des mois avant le départ d'Andrew, des mois avant la publication des documents Epstein et le début de son effondrement. On l'a vu monter dans une voiture. Son visage était tourné vers l'extérieur. Sa destination n'a pas été divulguée et elle n'est pas revenue. Songez au contexte. C'était en septembre 2025. Le même mois, le roi Charles préparait, semble-t-il, l'annonce d'octobre concernant la destitution d'Andrew de ses titres. Était-ce une coïncidence si Ferguson a disparu quelques semaines seulement avant que le palais ne passe à l'acte? Savait-elle ce qui allait se produire? Quelqu'un l'avait-il averti ou avait-elle simplement pressenti les événements et décidé de partir avant que l'humiliation publique ne devienne inévitable? Sa dernière publication sur les réseaux sociaux remontait également à septembre 2025. Un message commémorant l'anniversaire du 11 septembre. Après cela, le silence. Plus aucune publication, plus aucune apparition, plus aucune interview, plus aucun événement royal. Rien. Sarah Ferguson, duchesse d'York, s'était effacée de la vie publique. Sans bruit, sans fracas, mais complètement. Et dans la nuit du 3 février 2026, Andrew Mountbatten Windsor quitta finalement seul le Royal Lodge. L'homme, autrefois connu sous le nom de Prince Andrew, Andrew Mountbatten Windsor, a désormais quitté le Royal Lodge. Il est parti dans la nuit. Pas de réception d'adieu, pas de déclaration officielle, pas de photos. Après 20 ans passés dans l'une des plus belles résidences royales de Grande-Bretagne, il s'est retiré discrètement à Wood Farm, un modeste cottage avec 2 pièces de réception et une cuisine, à 3 kilomètres de Sandringham House. Son monde s'était considérablement réduit. La commentatrice royale Jenny Bond n'a pas mâché ses mots. Elle a décrit son déménagement à Norfolk non pas comme un simple changement d'adresse, mais comme un exil officiel. Et elle avait raison, car les exilés n'ont pas droit à des fêtes d'adieu. Ils ne reçoivent aucune reconnaissance. Ils disparaissent, tout simplement. L'arrestation le jour de son anniversaire. Si le départ d'Andrew de Royal Lodge avait des allures de fin d'une époque, la suite des événements avait des allures de thriller politique. Le 19 février 2026, Andrew Mountbatten Windsor fut arrêté. C'était le jour de son 66e anniversaire. La police de Thames Valley se présenta à son domicile temporaire sur le domaine de Sandringham. Il a été détenu au poste de police de Stayman pendant environ 11 heures avant d'être relâché sans inculpation, ce qui signifie que l'enquête se poursuit. Son arrestation, cependant, est déjà historique. Andrew Mountbatten Windsor est devenu le premier membre de la famille royale britannique à être arrêté à l'époque moderne. Certains commentateurs remontent jusqu'au roi Charles Ier, il y a près de 4 siècles, pour trouver un épisode comparable dans l'histoire royale. Le roi Charles a publié un bref communiqué exprimant sa plus profonde inquiétude.
Béatrice et Eugénie ont choisi de ne pas s'exprimer. Le palais n'a fait aucun autre commentaire. Quant à Sarah Ferguson, elle était loin de Norfolk. Selon certaines sources, elle se trouvait dans les Alpes françaises chez des amis, puis aux Émirats arabes unis. Elle a été aperçue à la foire Art Basel à Doha, au Qatar, en compagnie de la princesse Eugénie, qui travaillait comme directrice dans une galerie locale. Imaginez l'image que cela renvoie. Son ex-mari est arrêté à Norfolk, le pavillon royal qu'ils ont partagé pendant 20 ans est vide, et elle se trouve à une foire d'art au Qatar. Des sources juridiques ont laissé entendre que, si elle revenait au Royaume-Uni, la police de la vallée de Trent pourrait souhaiter l'interroger sur ses liens avec Andrew et ses propres liens avérés avec Epstein. Un expert de la famille royale, s'exprimant sur Fox News Digital, a qualifié les agissements d'Andrew et de Ferguson de honteux et lui a suggéré d'envisager de quitter le Royaume-Uni. Impossible de dire avec certitude s'il s'agissait d'une exagération ou d'un véritable signal. Ce que les observateurs ont néanmoins noté, c'est ceci. Les Émirats arabes unis ont une longue tradition d'accueil de personnalités européennes confrontées à des démêlés judiciaires. Ce n'est pas un pays d'extradition au sens strict du terme. Que la présence de Ferguson dans le Golfe ait été stratégique ou fortuite, les spéculations étaient inévitables. Une femme sans domicile fixe, sans marque, sans titre. Que va-t-il se passer ensuite? Nous voici donc au printemps 2026, et c'est là où se trouve Sarah Ferguson. Elle n'a pas de domicile permanent. Royal Lodge lui est fermé. Sa maison de ville londonienne est vendue. Ses filles peuvent lui offrir un lit, mais pas une vie. Elle aurait demandé à bénéficier d'Adelaide Cottage. Le palais aurait refusé. Elle n'a aucune visibilité professionnelle. 6 sociétés ont été dissoutes. Une association caritative a fermé ses portes. D'importantes organisations qui la soutenaient autrefois ont rompu tout lien avec elle. D'anciens collaborateurs lui conseillent en privé de trouver un emploi stable. Elle ne détient aucun titre royal ayant une réelle importance. Pas de ressources humaines, pas de fonction officielle, aucun moyen d'obtenir des revenus ou d'exercer une influence. Âgée de 66 ans, elle est impliquée dans l'un des scandales les plus retentissants de l'histoire moderne de la famille royale britannique. Ses proches lui conseillent qu'une rédemption publique est tout simplement impossible pour le moment. Pourtant, et c'est peut-être le détail le plus fascinant et le plus troublant, elle persisterait à croire qu'elle mérite une résidence royale. Selon certaines sources, elle se comparerait à la princesse Diana, arguant qu'elle a droit au même traitement de faveur que les autres membres de la famille royale. Ses anciens collaborateurs sont stupéfaits. Le palais, quant à lui, juge la situation politiquement irréalisable. Car Diana, quel que soit des controverses qui ont émaillé sa vie, n'a jamais été liée à Jeffrey Epstein. Son nom n'a jamais figuré dans les documents du département de la justice. Elle n'a jamais écrit de courriel qualifiant un délinquant condamné de frère. La comparaison ne tient pas, et le palais le sait. Voici la question plus générale que tous ceux qui suivent cette affaire doivent se poser. Dans quelle mesure le destin de Sarah Ferguson est-il le fruit de mauvais choix? Et dans quelle mesure est-il la conséquence inévitable de son choix de gravité autour d'un homme dont les décisions furent catastrophiques? Car elle a bel et bien choisi, à plusieurs reprises et en toute conscience, de séjourner à Royal Lodge. Elle a choisi de soutenir Andrew pendant des années de scandale. Elle a apparemment choisi d'entretenir une relation avec Epstein qui allait bien au-delà de ce qu'elle a jamais reconnu publiquement. Elle a choisi de vendre la propriété londonienne qui aurait pu lui assurer son indépendance. Chacun de ces choix paraissait logique à l'époque. Peut-être chacun d'eux a-t-il contribué à sa situation actuelle. Le silence du palais est ce qu'il révèle. Il reste un dernier point à examiner dans cette affaire, le silence de la famille royale. Lorsque le roi Charles a déchu Andrew de ses titres, il n'a pas été question de Ferguson. Lorsque Andrew a quitté Royal Lodge sans prévenir, le palais n'a fait aucune déclaration. Lors de son arrestation, la réponse officielle s'est résumée à une simple phrase exprimant la plus profonde inquiétude.
Lorsque Ferguson a disparu de la vie publique, personne au palais n'a commenté son absence. Ce silence n'est pas fortuit. Dans la communication royale, le silence est une stratégie, et cette stratégie est restée constante. Sarah Ferguson doit être traitée comme si elle n'existait pas. Aucun remerciement, aucun soutien, aucune critique, rien. Car toute déclaration à son sujet, quelle qu'elle soit, obligerait le palais à répondre à des questions auxquelles il ne peut répondre clairement. Des questions sur ce qu'il savait et à quel moment ils l'ont su. Des questions sur les raisons pour lesquelles ils l'ont autorisé à vivre à Royal Lodge pendant 15 ans après le divorce. Des questions sur le véritable objectif de la garde partagée. Était-elle réellement dans l'intérêt des enfants ou s'agissait-il d'un prétexte commode pour dissimuler une dépendance plus profonde? Des questions persistent quant à ses liens avec Epstein et à la connaissance, au sein du palais, de l'étendue de sa relation avec lui. Le silence qui règne semble dire « c'est terminé, on passe à autre chose, ce chapitre est clos ». Mais pour Sarah Ferguson, il est loin d'être clos, car où qu'elle soit en ce moment, dans le Golfe, dans les Alpes ou dans la chambre d'amis d'une M quelque part en Europe, elle porte le poids de tout ce qui s'est passé dans ces 30 pièces. Elle porte en elle les emails, les documents, l'histoire. Royal Lodge est vide. Le bail est résilié. Les lumières sont éteintes. Mais le récit de ce qui s'est passé entre ces murs et ce qu'il révèle sur le pouvoir, les privilèges, la loyauté et le prix de la proximité avec des hommes dangereux ne s'effacera pas. Dernière réflexion. La chute de Fergie. Sarah Ferguson est arrivée à Royal Lodge, une femme qui avait subi l'humiliation la plus publique qui soit, un divorce avec un prince, étalé sous les yeux du monde entier. Elle y avait bâti sa vie sur les fondements de la coparentalité, de la loyauté et de ce qu'elle appelait la force du trépied. Pendant des années, cela a fonctionné. Pendant des années, elle avait un foyer, une tribune, une raison d'être photographiée, interviewée et prise au sérieux. Et puis, lentement puis brutalement, tout s'est effondré. Le scandale Epstein a d'abord emporté la carrière d'Andrew, puis son titre, puis sa maison, et par la même occasion, celui de Ferguson. Non pas en un événement dramatique isolé, non pas en un instant décisif, mais par une série implacable de révélations et de conséquences qui ont anéanti tout ce qu'elle avait construit ou emprunté pendant plus de 20 ans. Ces dernières heures à Royal Lodge n'ont pas été filmées. Pas d'adieu, pas de cérémonie. Elle est partie en voiture, le visage dissimulé, les grilles se refermant derrière elle. Et c'était la fin. Celle qui se disait un jour membre du trio royal est restée seule, dans le silence et l'obscurité. Et le palais, lui, a continué comme si de rien n'était. Alors, posez-vous la question. Dans les mois et les années à venir, Sarah Ferguson trouvera-t-elle le moyen de revenir? Trouvera-t-elle une nouvelle tribune, une nouvelle histoire, une nouvelle version d'elle-même que le public sera prêt à accepter? Ou bien les dégâts causés par les documents Epstein, les emails, les liens financiers, la proximité avec les pires accusations portées contre Andrew ont-ils rendu cela impossible? Car l'histoire nous apprend que l'on peut se relever d'un scandale. L'histoire nous apprend aussi que certains liens sont tout simplement trop étroits, certains documents trop compromettants, certaines révélations trop brutales pour un retour à la normale. L'avenir de Sarah Ferguson, au sens propre comme figuré, est l'une des questions les plus irrésolues du monde royal britannique actuellement. Le manoir est vide, les grilles sont verrouillées et Fergie a disparu de la circulation. Qu'en pensez-vous? Croyez-vous qu'elle mérite une autre chance? Partagez votre avis dans les commentaires. Et si vous suivez cette bonne histoire, abonnez-vous. Si à dire, vous car elle est loin d'être terminée.